Alors, on est reparti. Et donc, on est reparti pour parler des PAI. Et donc, je suis ravi. Merci beaucoup, Charazette, d'avoir accepté d'intervenir sur ce sujet. Tu peux prendre le micro. Moi, je vais te laisser faire et te laisser intervenir, présenter Etifinance, évidemment. Je te laisse enchaîner. Ok, merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Sherazade Fahi. Donc, je suis senior manager chez Etifinance. Certains d'entre vous me connaissent, d'autres non. Donc, je travaille chez Etifinance, groupe de rating, recherche et développement donc, européen. Donc, nous avons une branche crédit pour les high et nous avons une branche ESG. Et dans la branche ESG, nous avons l'ESG rating et nous avons conseil et solutions auquel j'appartiens. Donc, dans le conseil et solutions, donc on accompagne les acteurs financiers, donc les acteurs financiers, investisseurs, sociétés de gestion, assureurs, à intégrer, donc à déployer les stratégies, à mettre en place des stratégies, à les déployer, mais aussi à s'assurer qu'ils sont conformes aux différentes réglementations. Et dont la réglementation SFDR, les PAI, et puis toute la réglementation autour de ces PAI. Donc, j'ai une petite question à vous poser. Est-ce que vous êtes familier des PAI ou vous souhaitez de rafraîchir un peu la mémoire avec les définitions, d'où ça vient, quelles sont les réglementations qui gravitent autour des PAI? On fait un petit rappel. Donc, les PAI, il s'agit des principales incidences négatives qui ont été introduites dans la réglementation par la CFDR. Donc pour s'assurer donc bien sûr du principe de la double matérialité. Donc il y a 3 concepts de base que la CFDR a éclaircis. On a les facteurs de durabilité qui ont été définis, donc je ne reviens pas dessus. On a les PAI qui sont les impacts négatifs que peut engendrer les décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité. Comment est-ce que les décisions d'investissement peuvent détériorer ou avoir un effet négatif sur, par exemple, l'environnement, la biodiversité, la pollution, etc. Et nous avons le dernier concept qui est le risque en matière de durabilité, qui est quel est l'effet des facteurs de durabilité sur mon investissement. Ça veut dire en cas de survenance d'un événement ESG, quel est l'impact sur la valeur financière de mes investissements. Voilà, donc ces 2 concepts, risque en matière de durabilité et principale incidence négative, c'est les concepts qui sont utilisés pour définir en fait la double matérialité SFDR. Et puis après, qui doit prendre en considération les PAI? On a les acteurs d'investissement qui ont à la clôture des comptes plus de 500 salariés. Ceux-là, ils sont obligés à avoir une diligence raisonnable dans l'intégration des principales incidences négatives. Et puis après, il y a tous les autres qui qui ont l'obligation de communiquer sur la prise en compte ou non prise en compte. Ils peuvent les prendre en compte d'une manière volontaire au niveau de l'entité, mais ils sont obligés, s'ils ne les prennent pas en compte, de faire une communication sur le site internet pour dire on ne prend pas en considération les PAI. Pourquoi on ne les prend pas en considération? Ça, c'est une obligation. On voit jusqu'à aujourd'hui quelques acteurs, certains investisseurs qui ne communiquent pas sur la non prise en compte des principales incidences négatives. C'est une obligation, donc pour rappel. Et puis après, nous avons aussi des obligations de prise en compte ou de communication sur la prise en compte au niveau des produits. C'est l'article 7 de SFDR qui laisse la main aux investisseurs de prendre en compte ou pas les principales incidences négatives. Après, jusque-là, on pense que c'est assez simple, mais ça se complexifie au fur et à mesure. Donc, pour ceux qui n'ont pas déjà vu les principales incidences négatives, je vous ai laissé ici quelques exemples. C'est par exemple les émissions carbone, scope 1, scope 2, scope 3, densité carbone, l'empreinte carbone, les émissions toxiques dans l'eau, toute la partie sur le droit de l'homme, donc les violations aux principes des Nations Unies, etc. Nous avons des PAI donc spécifiques au real estate et aux souverains. Donc là aussi, on a des PAI de la table 1. Ce que je vous montre ici, c'est la table 1 qui est obligatoire pour les acteurs de plus de 500 salariés. Et puis, on a des PAI de la table 2 et 3
donc qui sont des PAI supplémentaires pour lesquels, si on est tenu à prendre en compte les PAI, on doit aussi choisir un de chaque table. Voilà, pour les acteurs qui sont soumis. Pour les autres, c'est lié à l'appréciation et à l'analyse de la matérialité des PAI pour les prendre en compte ou pas. Donc, comment prendre en compte les PAI au niveau entité? Donc, pour les prendre en compte, l'acteur doit donc expliquer comment il le prend en compte, décrire le PAI, la matérialité par rapport à l'activité, hiérarchiser les PAI entre eux, et puis après, une fois donc les hiérarchisés, donner aussi, est-ce qu'on a une target, donc est-ce qu'on a un objectif de réduction ou on a un objectif d'amélioration pour les portefeuilles. Donc on peut donner un objectif quantitatif, on peut aussi donner un objectif de trajectoire. Ça, c'est la définition de comment considérer, intégrer les PAI. Elle a été explicitée dans les Q&A des ESAS. Donc certainement, je ne sais pas si vous avez pu les lire, il y en a plusieurs. On a même eu un Q&A au milieu de l'été, vers fin juillet, donc, qui n'est pas encore complètement clair. Donc voilà pour la prise en compte au niveau de l'entité. Puis après, on a, pour ça se complexifie davantage, lorsque dans les RTS, on explique que les PAI doivent être utilisés dans donc, le respect du principe de not significant harm. Donc, ils sont utilisés pour les fonds article 9 ou qui ont un objectif article 8 avec un objectif d'investissement durable. On doit recourir au PAI pour checker, donc pour bien s'assurer que le do not significant harm est respecté. Donc là aussi, on ne les prend pas en compte peut-être au niveau de l'entité, mais si on a un article 9, on doit collecter les PAI pour le do not significant harm. N'hésitez pas à poser vos questions. Et puis après, j'y vais un peu rapidement. Donc, on a aussi le concept des PAI dans les préférences en matière de durabilité. Donc, les préférences en matière de durabilité qui ont été aussi définies dans les actes délégués de MIFID. Donc, lorsque un distributeur offre un fonds, distribue un fonds, il doit collecter les préférences en matière de durabilité des clients. Donc, des clients particuliers, mais aussi de certains clients professionnels. Donc, on a certaines questions qui sont définies. Est-ce que vous souhaitez intégrer les préférences en matière de durabilité, oui ou non? Mais aussi, on a dans les trois questions, donc investissement durable, est-ce que vous souhaitez investir durablement au sens de la taxonomie? Est-ce que vous souhaitez investir durablement au sens de la CFDR, entre guillemets? Et puis, est-ce que vous souhaitez que le produit intègre les principales incidences négatives? Là aussi, que le fonds intègre ou pas, lui, des préférences en matière de durabilité, le fonds doit dire, donc pour les distributeurs, s'il le fait ou pas. Et du coup, par définition, donc, tous les fonds qui sont distribués doivent cocher ou donner l'information sur la prise en compte au nom des principales incidences négatives. Et ils sont un peu encouragés à le faire parce que de plus en plus de distributeurs souhaitent intégrer ces éléments-là. Donc, pour que tous ces principales incidences négatives soient exploitées, soit dans les préférences en matière de durabilité, soit dans les reportings au niveau entité, notamment des investisseurs institutionnels qui sont, eux, de plus de 500 salariés, ils sont soumis à la prise en compte. Il y a ce qu'on appelle aussi, je fais un peu je résume les choses, mais n'hésitez pas à me poser des questions. Donc, ce qui a été mis en place, c'est le European ESG Template. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ça. Donc, en fait, les investisseurs institutionnels, c'est un questionnaire européen qui permet de standardiser l'échange d'informations entre les investisseurs, entre sociétés de gestion investisseurs, entre sociétés de gestion producteurs et distributeurs. Et du coup, on trouve que pratiquement sur la place, toutes les sociétés de gestion sont sollicitées, et on leur demande, soit les distributeurs, soit leurs investisseurs institutionnels, de leur
rédiger et de compléter l'EET qui permet d'avoir en fait le calcul de ces PAI, il est intégré dans ces EET. Donc ainsi, je résume, les PAI vont se retrouver dans l'annexe 1 de SFDR au niveau entité, vont se retrouver dans les annexes périodiques de l'annexe 5 et l'annexe 4, donc pour l'article 9 et l'article 4, pour l'article 9, article 8, avec un objectif de durabilité. Et puis, elles doivent aussi se retrouver dans l'EET. Et pour donc les autres investisseurs, pour les autres classes d'actifs, ces PAI aussi se retrouvent par exemple aujourd'hui dans le label ISR. C'est-à-dire le label ISR pour le côté et pour l'immobilier va utiliser les PAI comme indicateur de performance. Donc on n'est pas un peu sorti d'auberge parce qu'on doit les calculer. Une fois j'ai dit ça, comment on va les calculer ces PAI? Donc l'annexe 1 avec les tables 1, 2 et 3 explique vraiment en détail comment les calculer, mais les investisseurs posent beaucoup de questions sur comment calculer ces indicateurs. Donc par exemple, on a toute la notion de all investment. Ça veut dire quand on calcule donc un indicateur, on doit le rapporter sur tous les investissements. Donc la notion, ça posait vraiment un gros problème pour tous les investisseurs parce que si on n'a pas de données sur un émetteur, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va faire une moyenne? Est-ce qu'on va on va mettre 0 comme la taxonomie? Ou est-ce qu'on va trouver une solution? Alors, à ce stade, il y a 3 approches pour calculer les PAI. Il y a l'approche réglementaire. On applique d'une manière disciplinée ce que demandent les ESAS dans les Q&A. Ça veut dire que la plupart des calculs, soit c'est la part du portefeuille, mais c'est la part globale sur tout le portefeuille, soit c'est la moyenne. Et quand on parle de moyenne pondérée par investissement, on parle bien de current value sur l'enterprise value, puis on pondère avec ça. Soit on a un troisième type d'indicateur qui est un indicateur d'intensité, qui est lui, c'est l'ancienne intensité carbone, qui est pondérée par le poids dans le portefeuille. Et là, je peux compter il y a 2 indicateurs qui sont en pondération par poids dans le portefeuille. Donc là, il y a les ESAS qui disent que dès qu'il y a le mot moyenne pondérée dans l'intitulé, on utilise bien l'encours sur l'enterprise value. Et puis après, c'est avec ça qu'on pondère la métrique. Après, nous avons trouvé que si on utilisait, on avait donc la donnée sur 50% du portefeuille, si on divisait sur all investment d'un portefeuille, ça va donc diluer la métrique. Donc il y a pas mal d'investisseurs qui disent je ne peux pas mettre, si je divise comme demandé dans les ESAS sur all investment, ça va diminuer de beaucoup la métrique et c'est un peu, ce n'est pas clair ni correct pour l'investisseur parce que des fois, les actifs ne sont pas éligibles. Par exemple, si on parle d'émissions toxiques dans l'eau, toutes les participations n'ont pas d'émissions toxiques dans l'eau. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va mettre 0 au risque d'améliorer, mais d'une manière un peu mécanique, la métrique? Ou est-ce qu'on dit que ce n'est pas matériel pour une participation, on le désactive et la participation doit sortir du all investment? Donc ça, c'est des questions que tout le monde se posait, dans toutes les sociétés de gestion se posaient sur la place. Et du coup, nous avons personnellement apporté quelques solutions au sens où l'approche réglementaire doit être respectée. Donc le all investment doit rester.
Le calcul, après, à l'intérieur, on peut toujours utiliser l'approche pragmatique qui est une approche classique, au sens où on prend les investissements éligibles à l'indicateur, on calcule sur la poche éligible, puis après, on explique qu'on donne cette moyenne de portefeuille à l'ensemble des actifs en disant que globalement, notre portefeuille a une valeur moyenne de X. Je ne sais pas si c'est clair. Ça veut dire qu'on rapporte à la poche éligible et on dit que cette métrique qu'on a avec la poche éligible peut s'appliquer à tout le portefeuille. Donc ça aussi, voilà, il y a certains investisseurs qui font ça. Il y en a d'autres qui font, ils utilisent quand même la All Investment en mettant une moyenne, en calculant une moyenne, et puis on dit bien dans le calcul, est-ce qu'on prend en considération pour les lignes, donc hors couverture, on leur donne la moyenne du portefeuille. Et puis, il y en a des investisseurs qui font les deux. Ça veut dire que lorsque, dans l'approche réglementaire, dans l'annexe 1, on donne l'information, les deux types d'informations en fait. On va donner le taux d'éligibilité, ça veut dire la part du portefeuille qui est éligible à cette donnée. On va donner le taux de couverture de la partie éligible. On donne le taux de couverture de tout le portefeuille par rapport à tout le portefeuille. Et puis, après, on donne les deux approches. Donc, on donne le All Investment et on donne l'approche qui est rebasée sur la poche éligible. Donc, je ne sais pas si donc ça s'applique un peu dans une moindre manière au PE, par le cash peut-être que vous avez dans vos portefeuilles. Mais c'est beaucoup de questions techniques comme ça qu'on reçoit chaque jour de nos clients. La seule partie qui posait pas problème, c'est la partie real estate, parce que les ESAS sont bien expliqués que dans le real estate, on rapporte uniquement sur la poche real estate. Donc là, et après, on va dire quelle est la current value du real estate. C'est un autre problème. Et puis après, pour le souverain, bon, c'est la même chose. On rebase sur uniquement la poche souverain. Et ça aussi, les ESAS ont bien expliqué le point. Un autre point peut-être que je n'ai pas expliqué, je suis passée rapidement sur les slides tout à l'heure, c'est que les ESAS nous demandent de faire une moyenne trimestrielle. Et chaque année, on doit avoir une donnée annuelle, mais sur la base d'une moyenne trimestrielle. Donc on va dire aussi la même chose dans le PE. On n'a pas de valorisation continue, mais on peut avoir des achats et des sorties en cours d'année. Donc là aussi, l'intégration des investissements en cours d'année doit être faite par le calcul trimestriel. Donc, sachant qu'il n'y a pas beaucoup de différence, mais ils l'ont demandé. Et puis après, aussi sur les PAI, il faut faire attention aussi sur les PAI. L'AMF, en cas de contrôle, ils peuvent aller vérifier la cohérence entre les différentes données que vous allez calculer pour, par exemple, un fonds. Parce que vous pouvez faire un EET à destination de vos distributeurs, mais aussi vous pouvez faire un reporting périodique pour les investisseurs et l'annexe périodique de SFDR. Donc, il va falloir s'assurer que les calculs que vous faites entre ces différents reportings est identique. Donc, si vous affichez une émission carbone ou des émissions dans l'eau ou autre, il faut s'assurer que c'est identique entre différents reportings et différents destinataires. Donc là, c'est un point vraiment important parce que c'est un peu remis à chaque fois dans les communications de l'AMF sur la cohérence entre le reporting, les déclarations, les reportings multi-parties prenantes, etc. Voilà ce que je peux dire sur les PAI. Je ne sais pas si vous avez des questions. Ça sous-entend que vous les calculez tous facilement, que ça se passe très très bien. J'ai pas eu l'impression d'avoir cette discussion-là ce matin où c'était
inné et que c'était facile pour tout le monde, mais si c'est le cas, tant mieux. En tout cas, ça nous a permis d'avoir un éclairage. Et merci encore, Sherazade, pour avoir repris toute l'approche et avoir cité aussi les... voilà, en fonction des types d'investissement des véhicules, etc., eh ben, finalement, on peut avoir différentes approches, tout en étant dans un cadre qui est la réglementation, mais finalement, on a quand même différentes approches. Donc, tout est clair dans les explications. Et donc, on est au clair pour le calcul des PAI pour l'année prochaine, en fait. Alors, les sanctions, on ne les connaît pas complètement. Je sais qu'il y a eu une sanction récemment, mais ce n'était pas une sanction. C'était un accord amiable qui était de 40 000 € pour non-respect d'une procédure ESG. Donc là, c'est un accord amiable. Donc je pense que ça peut aller vite parce que l'AMF a confirmé le fait que les contrôles sur les procédures et les process ESG sont d'actualité et l'AMF n'intégrera pas, ne va pas formaliser des contrôles spécifiques à l'ESG comme elle le faisait jusque-là, mais elle va faire des contrôles intégrés. Ça veut dire qu'elle peut venir contrôler une procédure de risque et l'ESG va faire partie de cette procédure de risque. Donc voilà, ils nous l'ont confirmé dans les différentes commissions qu'on avait eues où on a discuté avec l'AMF. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir comme... voilà, ce que je peux vous dire, c'est les 40 000 €. Je pense que pour le non-respect d'une notation, c'est trop cher payé. Voilà. Personne n'a été embêté, en fait, jusqu'à ce jour. Alors, contrôler déjà. Parce qu'avant d'être embêté, encore faut-il qu'il y ait un contrôle. Non, je vois personne qui opine du chef, ou en tout cas pas dans le sens du contrôle. Bon, effectivement, donc faut se prêter à l'exercice, faut le faire le mieux possible. Effectivement, et surtout que dans le cadre de la gestion des rapports d'adéquation, je ne sais pas si vous êtes tous concernés, mais pour tout ce qui est préférence en matière de durabilité, il suffit de ne pas bien donc remplir l'EET pour que le fonds en question ne soit pas proposé. Donc il faut faire très attention. Si vous dites « Ok, je vais mettre 0 partout », c'est pas bon aussi. Donc, et c'est beaucoup de travail parce que dans l'EET en question, il y a aussi le taux d'éligibilité, le taux de couverture, etc. Faites attention, on peut en fait retirer les fonds de la proposition en fait aux clients. La même chose, les institutionnels demandent aussi cette EET en question avec plus de 500 lignes pour permettre un calcul automatique, une consolidation automatique pour l'annexe 1 au niveau entité. Ça veut dire qu'un grand assureur peut demander à toutes ces sociétés de gestion de remplir les EET pour que lui mette en place un programme pour donc en fait un script pour consolider tout ça. Faut faire attention. Moi, j'ai déjà travaillé avec des sociétés de gestion à qui on a renvoyé l'EET avec des contrôles de cohérence en disant que attention, c'est erroné ou c'est pas cohérent avec le reporting Excel que vous m'avez envoyé avant, par exemple. Ça, je l'ai vu. Donc après, ça peut être rapidement chronophage. Donc quand on a X fonds pour un institutionnel et qu'on doit refaire toutes les lignes manuellement parce que c'est un fichier Excel, ça peut prendre un peu de temps. Donc, prenez le temps de peut-être de valider les formules en amont et puis de les vérifier. Et surtout, ce que aussi les meilleures pratiques de place, c'est d'avoir une bibliothèque de calcul centralisée. Ça veut dire, lorsqu'on parle d'empreinte carbone chez un asset manager, on a une seule fonction qui est dans une bibliothèque de calcul. Et puis après, quand on veut calculer l'empreinte carbone, on fait appel à cette bibliothèque de calcul. Donc, on utilise la même fonction pour calculer l'empreinte carbone pour tous les fonds, mais aussi au niveau de la société de gestion, etc. Donc,
Donc, quand on fait appel à un prestataire externe, la même chose, s'assurer que la fonction qu'il utilise, elle est bien alignée avec la fonction qu'on utilise pour les autres fonds, parce que c'est des questions qui peuvent être posées par l'AMF. Et je vais compléter, parce qu'on en parlait tout à l'heure, il faut s'assurer d'ailleurs entre ce qui est demandé dans le calcul et donc la bonne question que tu prends dans ton questionnaire, parce qu'il peut y avoir en fait plusieurs questions, plusieurs réponses qui peuvent correspondre à un PAI. Et donc, il y a sans doute à se mettre en phase avant. Ça revient à ce que tu dis, c'est pour ça que je le complète, c'est de bien travailler. Je sais que nous, on va retravailler ça aussi chez nous, par exemple chez Tenaxia, de s'assurer que pour chacun de nos clients, à la fois les formules, on est en phase avec la réglementation évidemment, mais aussi que les questions et donc chaque réponse soit bien en adéquation avec l'attente réglementaire, de façon à vous éviter le recalcul derrière des PAI, alors que l'objectif, c'est que, en tout cas chez nous, c'est que la machine le fasse, quoi. Mais ça demande quelques attentions préalables et on va continuer à travailler avec vous là-dessus. Ouais, effectivement. Et surtout, il y a un autre point que certains asset managers ne vérifient pas, c'est que si, par exemple, vous calculez les PAI, vous prenez en considération les PAI, et puis si vous ne les suivez pas d'une manière très attentive, vous pouvez arriver à la fin de l'année avec une détérioration du PAI. Donc, si vous dites que vous prenez en considération le PAI et que le PAI est pertinent et matériel pour le fonds ou pour la société de gestion, faites attention et prévoyez la détérioration. Et surtout, s'il y a une détérioration, il va falloir avoir un plan d'action pour l'améliorer. Donc ça aussi, c'est non seulement obligatoire au sens de la réglementation, mais l'AMF le regardera. Donc voilà. Donc, vu qu'on fait des campagnes de calcul annuelles, donc là, soyez un peu vigilants pour mettre en place soit un process d'engagement pour dire que voilà, on engage cette participation pour améliorer ce PAI, ou aller vérifier la qualité de données. Peut-être c'est juste un zéro en plus qui a fait que ça a été détérioré. Mais n'attendez pas la publication de l'annexe, parce qu'après, ça serait un peu difficile d'expliquer qu'on publie une quantité qui est supérieure d'année en année, parce qu'il y a quand même au moins sur 2 ans, mais il y a un historique de 5 ans qui sera demandé, donc à partir de 2024. Donc, en gros, en 2029, il va falloir avoir 5 ans d'historique. Donc là, c'est un peu discuter sur les plans d'action en amont de publication de l'annexe et en amont de publication des reportings pour tout ce qui est article 7 et pour tout ce qui est investissement durable. Voilà. Merci Shahrazad, merci beaucoup. Écoute, voilà, on a pu rentrer dans le détail de tout ça. Merci pour les petits conseils de méthodologie. Ce que je vous propose, on va enchaîner parce que le temps file gentiment. Merci.